Bonsoir à tous. C'est un scandale financier retentissant au sommet de l'État. Des centaines de milliards de francs CFA ont été détournés des circuits de financement de la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. La publication du rapport d'étape de la Chambre des comptes lève un coin de voile sur des fautes de gestion et autres malversations financières non justifiées. Selon le journal Essingan, le taux de criminalité économique se précise au ministère de la Santé publique. Dans l'acquisition de certains équipements au profit du MinSanté, il y a, note ce journal, un grand écart entre l'allocation de 2 milliards de francs CFA et les 23 milliards effectivement dépensés, soit une marge de près de 21 milliards de francs CFA. Ce journal indique que la juridiction déplore l'application des prix supérieurs à ceux officiellement prévus pour l'achat des tests de dépistage, accusé d'avoir joué un rôle trouble dans cette affaire de surfacturation présumée. Le ministère du Commerce se justifie dans les journaux Émergence et Le Messager en rappelant le ministre qu'il a donné son accord pour l'achat de 25 kits de dépistage à 17 500 francs CFA, mais selon la presse, l'entreprise Mediline Medical SA a vendu plutôt un kit à 17 500 francs CFA. Au-delà des zones d'ombre décriées dans la gestion des fonds Covid alloués au ministère de la Santé publique, le ministère de la Recherche scientifique et ses différents laboratoires sont aussi épinglés dans la dissimulation des médicaments importés de l'Inde et reconditionnés au Cameroun. Au regard de ces faits saillants, Mutation pense que le rapport d'audit de la Chambre des comptes met à nu de graves fautes de gestion. Ce quotidien parle d'un scandale Covid à l'emporte-milliard. La nouvelle expression constate que certains membres du gouvernement, à l'instar de Paul Atangandi, ont refusé de se soumettre à l'exercice de transparence en cachant à la Chambre des comptes des éléments justificatifs des dépenses Covid. Alors que le rapport d'audit de la Chambre des comptes est rendu public, des premières auditions des membres du gouvernement se sont déroulées au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Certes, les ministres de la Santé publique et la Recherche scientifique ont dénoncé le manque d'éléments contradictoires dans ce rapport d'étape et ont essayé de se disculper, mais les révélations de ce rapport d'audit suscitent des interrogations. Qu'est-ce qui peut justifier autant de malversations financières dans le cadre de la gestion de la riposte sanitaire au Cameroun ? Pourquoi les mécanismes de contrôle ont-ils échoué dans la prévention des détournements de deniers publics ? Comment expliquer le quasi-monopole de certaines entreprises prestataires ne disposant d'aucune expérience et expertise reconnue ? Éclaboussés dans ce scandale, quelles sont les conséquences pour des membres du gouvernement ? Marquée par des scandales, la gouvernance actuelle du Cameroun est mise également à rude épreuve durant la fête de l'unité nationale. Sans avoir prononcé un discours officiel, le chef de l'État, Paul Biya, demande aux Camerounais sur son compte Facebook de rester focalisé sur le thème retenu pour cette année, à savoir armée et nation, ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun. Cependant, que signifie cette fête de l'unité nationale au regard de l'état d'esprit des Camerounais et les préoccupations auxquelles ils sont confrontés? Autre préoccupation, quelles leçons tirer de la crise politique survenue à Banganté où de nouvelles tensions ont été enregistrées avant d'aboutir à l'élection du maire Éric Niat à la tête de cette municipalité. Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diouf, qui est secrétaire national chargé des affaires juridiques et judiciaires au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Roland Diouf, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de cette émission Droit de réponse. Comme de tradition, je souhaite adresser à tous nos camarades retenus otages de ce régime tous mes encouragements. Je souhaite particulièrement tous mes encouragements à nos amis politiques qui sont retenus dans les prisons de Douala et Nebel, celle de Yoko, celle de Kondengui, celle de Bafoussam.
Merci d'être avec nous ce dimanche sur le plateau de Droit de Réponse. Il est éditorialiste au quotidien, La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Il est avec nous encore ce dimanche, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour les copanélistes qui sont déjà sur ce plateau. Mes salutations fraternelles et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Sur le plateau de Droit de Réponse ce dimanche, le conseiller juridique national du SDF est avec nous, Maître Moustapha Ngouana. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes copanélistes et bonjour également à vos nombreux téléspectateurs et particulièrement à mes camarades du SDF qui sont particulièrement fiers de l'activité d'un de leurs députés qui a été le premier à mettre à l'index une catastrophe économique qui est en train de frapper le Cameroun de plein fouet. Donc je suis particulièrement heureux que notre parti soit à l'avant-garde de cette actualité-là. Nous allons en parler dans cette émission. Il nous a rejoint ce dimanche, il fait à peine son entrée sur ce plateau, il est parti de Garoua pour participer à cette émission. Le professeur Pascal Charlemagne Moussanga-Niamding, membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Professeur Pascal Charlemagne Moussanga-Niamding, bonjour. Osokojur, mi ovni godofu ha Garoua, ha Ngaoundéré ha Maroua. Mi ovni étudiant ha faculté sciences politiques befou. Mi ovni godo hado hadwala ha Cameroun. Hado jonta kam mi vi mi onu mi eti kam lamido Garoua. Osokojur, osoko parce que mi huwa bema a resavami mi ovni wakili. Je voudrais quand même rendre hommage à tous ces gens qui m'ont bien reçu au Nord et dire merci au Lamido et à tous les étudiants du département de sciences politiques du Master 2 parce que nous venons de terminer un programme vraiment intéressant et je voudrais aussi vous remercier tous les copanélistes pour cette invitation. Merci d'être avec nous ce dimanche. D'entrée de jeu avec vous, Maître Moustapha Ngouana, ce rapport d'étape de la Chambre des comptes sur la gestion financière de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Lorsque vous l'avez parcouru, quels sont les faits saillants qui ont retenu votre attention? Je dois d'abord dire qu'à la lecture de ce rapport d'étape de la Chambre des comptes, c'est un rapport d'étape, donc on attend effectivement qu'il y ait un rapport définitif qui certainement va nous fixer de manière totale sur l'entièreté du scandale économique que nous sommes en train de vivre. Et il faut dire qu'il y a une grande déception qui parcourt le citoyen que je suis et qui soulève une querelle d'interrogation. On se demande s'il s'agit de malédiction qui frappe les gestionnaires de la fortune publique au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de l'argent qui soit mis à disposition pour pouvoir sauver des vies, l'argent, comme certains ont dit, l'argent des morts soit détourné par des personnes qui ont déjà tout reçu de la République. C'est des personnes qui figurent parmi les personnes les mieux loties de notre pays. Donc j'avoue que je me suis retourné la question dans tous les sens et je me suis bien demandé la possibilité qu'a ce régime de pouvoir nous sortir de la pauvreté, nous sortir des difficultés que nous connaissons de nos jours. Donc c'est un rapport certes d'étape, mais qui relève des scandales à n'en plus finir. Parce qu'on se pose bien la question de savoir quels sont tous les principes qui régissent les droits des marchés publics ont été violés. Les principes d'égalité d'accès à la commande publique, le principe de transparence, tous les principes ont été violés. On se demande comment est-ce qu'on a pu attribuer des marchés à certaines personnes qui n'avaient aucune expérience et pour des montants d'une importance quand même exceptionnelle. Vous voyez une entreprise qui a quand même réussi à avoir plus de 20 milliards, qui a été créée en 2017, qui n'a pas de passé économique. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on fait un check-in à ses comptes bancaires, on se rend compte que l'entreprise en question n'a jamais posé par le passé d'actes d'une certaine importance. Solde nul. Et l'entreprise en question réussit quand même à gagner les marchés d'une vingtaine de milliards. C'est vrai, on va nous dire qu'il y avait urgence. L'urgence commandait que la procédure soit spéciale. Mais la spécialité de la procédure n'enlevait pas
l'obligation à ceux qui étaient chargés de la conduite de respecter les règles de transparence, les principes qui gouvernent l'attribution des marchés publics. Donc, et vous allez voir cette entreprise-là. Et c'est un peu comme si vous avez un mécanicien de vélo à qui on attribue un marché pour dépanner un avion. Parce que ça peut prendre un coup. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a un marché spécial, ou bien lorsqu'on veut faire du gré à gré, quand il y a urgence, on s'arrange à choisir ceux qui ont l'aptitude la plus avérée. Ceux dont on est sûr de la capacité à pouvoir offrir la prestation sollicitée par l'État. Mais malheureusement, dans le contexte qui était le nôtre, on a choisi les petits copains. Peut-être vous vous appelez Onumbiono, on vous donne un marché. Vous vous appelez Diaby, on vous donne un marché. Et c'est ainsi de suite. Et curieusement, il y a également que les ayants droit économiques des entreprises en question ont parfois des liens avec les personnes qui étaient chargées de pouvoir attribuer les marchés. Donc il s'agit d'un scandale à n'en plus finir. Et on se pose également une question, parce qu'il faut le dire, c'est de la capacité du chef, c'est la capacité du président de la République à pouvoir choisir encore les hommes. Parce qu'on ne peut pas chaque fois renvoyer les responsabilités ou les torts sur les collaborateurs du chef de l'État. Parce que, voyez-vous, si vous choisissez une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 10 équipes, 30 équipes, et que chaque fois on se retrouve avec les mêmes problèmes, il ne faut pas chercher le problème ailleurs. Le problème se retrouve effectivement entre les mains du chef de l'État, qui est celui qui est en réalité le responsable de tout cela. Parce qu'il est garant responsable des personnes qu'il a choisies et qui posent ces actes-là. Et on se demande également quelque chose dans notre pays. C'est quand même exceptionnel. Le président de la République, lorsqu'il veut déléguer même les pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il délègue le pouvoir à son secrétaire? Parce que le secrétaire général de la présidence n'est pas un membre du gouvernement, c'est le secrétaire du président de la République. Et il ne peut pas donner le pouvoir à son secrétaire, alors que la Constitution dit clairement qu'en cas de délégation de pouvoir, on doit quand même respecter une hiérarchie. On commence d'abord par le Premier ministre. Mais on a le sentiment que le Premier ministre au Cameroun inaugure les chrysanthèmes, c'est le Premier des ministres. C'est une personnalité qui est là juste dans un but folklorique. Parce que c'est lui, si on veut créer une task force, qu'il y a des difficultés conjoncturelles comme celle de la Covid-19, la personne qui doit prendre le devant pour pouvoir suppléer, par exemple, l'absence du président de la République, ou bien pour pouvoir animer l'activité gouvernementale. C'est ça même dans la Constitution, c'est le Premier ministre. Mais pourquoi est-ce que c'est le secrétaire du président qui est en train de le faire à chaque fois? Et malheureusement, on ne le fait pas dans un sens qui sauvegarde les intérêts des populations camerounaises. Et nous allons de scandale en scandale. Et permettez-moi de faire cette digression. On n'a pas encore clos avec le scandale de la Cour d'affaires des Nations, qui était également piloté par la même personne. Comment pourriez-vous expliquer que nous avons les stades les plus chers au monde? Nous avons dépassé plus de 1000 milliards, mais nous sommes incapables, si on devait organiser la CAN aujourd'hui, de pouvoir jouer la CAN, alors qu'on est censé l'organiser depuis 2019. C'est-à-dire que c'est un enchevêtrement de scandales financiers à n'en plus finir. Et il faut absolument donc que des véritables thérapeutiques soient trouvés. Et nous qui sommes de l'opposition, ou bien de l'opposition véritable, nous pensons que le chef doit rendre son tablier. Alors, il faut éplucher d'abord ce rapport d'étape sur l'audit des fonds Covid mis à la disposition de plusieurs départements ministériels. Edmond Kamgia, il y a cette curiosité autour d'une entreprise prestataire qui a obtenu un quasi-monopole, pour reprendre les propos de la Chambre des comptes dans son rapport d'État, près de 24 milliards de francs CFA de marché obtenus auprès du ministère de la Santé publique. Cela représente environ 94% des crédits engagés pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Et selon la Chambre des comptes, le Cameroun aurait pu économiser 14 milliards de francs CFA si les mêmes marchés avaient été octroyés à une autre entreprise prestataire qui proposait des prix moins exorbitants que ceux de l'entreprise Mediline SA incriminée dans ce rapport. Quelle est votre analyse à ce sujet? D'abord, il faut dire que c'est un constat qui a été effectué par l'enquête menée par la Chambre des comptes. Et cette enquête, comme le disait Maître Moustapha Ngwana, est un rapport d'étape. C'est-à-dire, c'est un rapport qui est basé sur un certain nombre d'administrations qui ont déjà pu être, qui ont fait l'objet de l'enquête de la Chambre des comptes. Il ne s'agit pas de l'ensemble des départements ministériels concernés. Donc il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas toutes les informations
attendues dans le cadre du rapport final. Cela est important. Maintenant, sur l'objet de la question que vous posez, notamment sur le montant qui a été attribué à une société, à une entreprise, le montant est jugé effectivement pharaonique, colossal, et l'on s'attendrait à ce que, pour qu'il y ait un tel montant à une société, que celle-ci puisse justifier, n'est-ce pas, d'un fonctionnement, d'un engagement, des actes posés dans le passé ou dans le présent qui montrent qu'ils sont habilités à réagir par les prestations de la manière la plus efficace possible. Maintenant, il faut dire que ceux-là qui ont attribué des marchés à cette société, je crois qu'ils sont interpellés parce qu'ils sont impliqués dans la gestion des fonds Covid, notamment les fonds que le FMI, à travers les 180 milliards dans le cadre de la première phase, a alloués au Cameroun. Il s'explique depuis quelques jours, la plupart des chefs des départements ministériels ou des institutions concernées sur les marchés, sur les montants qui leur ont été attribués dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion des fonds Covid. Et il me semble que chacun de ces chefs de départements ministériels vont apporter les éléments justificatifs, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces fonds-là. Et cela permettrait de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'une telle entreprise a pu bénéficier d'un tel montant. Il reviendra, n'est-ce pas, à partir du contradictoire, parce qu'il faut le rappeler également, la plupart des chefs des institutions ou des responsables des institutions qui ont été interpellés jusqu'à présent, et même le Premier ministre qui a dû déposer des auditions, sont présumées innocentes en attendant que l'enquête même du TCS permette d'établir les responsabilités sur les auteurs, les co-auteurs et les complicités dans le cadre de la gestion des détournements des fonds publics pour lesquels la Chambre de comptes a produit ce rapport d'étape. Cela dit, il faut situer le contexte dans lequel tout se passe. Le contexte est celui où, après une interpellation faite par un député du SDF sur la gestion des fonds de Covid par le ministre de la Santé, où lequel ministre a retrouvé, n'est-ce pas, un certain nombre de dérives pour lesquelles il faudrait apporter des précisions, cela a suscité, n'est-ce pas, au niveau de la communauté nationale, même de la communauté internationale, notamment des institutions financières, dont le FMI, la nécessité de voir si les fonds qui ont été alloués au Cameroun ont été bien gérés. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans une situation comme celle-ci, où tous les Camerounais et tous les amis du Cameroun, quand il pas les amis du Cameroun, ce sont les institutions financières, ce sont les pays amis, veulent savoir s'il y a eu, quel a été le degré de transparence ou de manque de transparence dans la gestion des fonds du Covid. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant, en attendant de revenir plus en profondeur sur la question. Après vos vêtements, Maître Roland Duvou, lorsque vous parcourez ce rapport d'étape et vous observez une conclusion partielle en la Chambre des comptes qui dit que le Cameroun pourrait économiser 14 milliards de francs CFA si un monopole n'avait pas été octroyé à une entreprise dont l'expérience et l'expertise ne sont pas avérées selon l'enquête menée par la Chambre des comptes. Comment vous réagissez ? Je préfère préciser que dans le rapport de la Chambre des comptes, ça c'est sur les marchés qui ont été passés dans le cadre du matériel de riposte à la Covid, à la société dont vous avez fait cas tout à l'heure. Parce que les 14 milliards, c'est ce qu'on aurait économisé si on n'avait pas attribué cette partie des marchés-là. Parce qu'il y a d'autres marchés. Oui, on n'a pas compté. Le 14 milliards ne tient pas compte, par exemple, de l'importation fictive des médicaments. Il y a un préjudice économique sur ce cas précis-là aussi. Et d'autres cas comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, ne minimisons pas le manque gagné à ce 14 milliards seulement. Il y a un énorme manque à gagner quand on lit de fond en comble ce rapport d'étape de la Chambre des comptes. Ce qui me donne le sentiment, et je vais manifester mon intérêt d'avoir suivi tout à l'heure Maître Moustapha Ngouagna. Est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que nous sommes dans un pays qui est finalement incapable de montrer une certaine rigueur dans la gestion de la chose publique? Est-ce que nous ne digérons pas au lieu de gérer la chose publique? Est-ce que ce n'est pas devenu simplement
un mode de vie quand on est au gouvernement du Cameroun. Évidemment que c'est un rapport d'étape, évidemment qu'il y a la présomption d'innocence, évidemment qu'on ne peut pas encore condamner les personnes qui sont épinglées dans ce rapport, mais j'aimerais quand même rappeler à l'attention des téléspectateurs que c'est la Chambre des comptes elle-même qui, dans sa conclusion, indique qu'il y a possibilité d'engager 30 procédures pour faute de gestion, déjà à ce stade-ci. C'est-à-dire que pour la Chambre des comptes elle-même, elle estime que environ 30 procédures pour faute de gestion peuvent déjà être engagées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre des comptes elle-même. La même Chambre des comptes indique que 10 procédures concernant les faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale peuvent déjà être engagées. C'est encore la Chambre des comptes qui s'exprime. Une autre précision, c'est de dire que le travail que fait la Chambre des comptes, même s'il y a la possibilité de faire des vérifications sur place, comme on le constate du reste quand on lit le rapport, c'est davantage un contrôle sur pièce. Donc ceux qui ont évoqué le manque de contradictoire, ça m'a laissé quelque peu circonspect, dans la mesure où il s'agit d'éplucher des documents. En fait, ce qu'on attend de ces administrations, c'est qu'elles mettent précisément ces documents, cette documentation à la disposition de la Chambre des comptes. Quand cela a été fait, la Chambre des comptes a un miroir qui s'appelle la loi. D'abord, celle qui organise le fonctionnement, le fonctionnement du budget au Cameroun. De la dépense publique. De la dépense publique de manière globale. Bravo. Et ensuite, les règles de son fonctionnement à elle-même en tant que chambre ou composition de la Cour suprême. Elle examine les documents qui sont mis à sa disposition à l'aune de ces règles de fonctionnement, de ces règles de la dépense publique et identifie ce qu'il y a comme écart. Et c'est sur la base de ces écarts-là qu'elle fait un rapport. Donc, le contradictoire ici, c'est comme si on estime qu'il s'agit d'un procès qui va être ouvert et que les uns et les autres vont expliquer pourquoi ils ont donné tel marché plutôt à telle société qui n'avait pas d'activité de 2017 à 2020. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a des règles qui président à la passation des marchés. Ces règles-là n'ont pas besoin de savoir si vous avez d'autres raisons particulières. Cela doit transparaître. D'ailleurs, parmi ce qui a été reproché notamment au groupe de travail, c'est qu'il y a absence de procès-verbaux de réunions ayant décidé d'attribuer tel ou tel marché. C'est-à-dire qu'on reproche aux gens simplement de n'avoir pas pu faire leur travail. Vous ne pouvez pas faire une réunion, un groupe de travail est mis sur pied par le ministre de la Santé publique. Lequel groupe de travail est supposé évaluer les soumissionnaires et déterminer ceux qui vont obtenir les marchés. Un groupe de travail fait des propositions de soumissionnaires ou d'adjudicataires sans qu'il y ait un procès verbal qui rende compte de quels sont les critères précisément qu'ils ont mis en exergue pour attribuer les 10 marchés, ne rend pas compte de ce qu'il y a eu comme débat au sein du dit groupe de travail. Et vous retrouvez dedans des adjudicataires qui ont des noms qui se rapprochent à s'y méprendre de ceux des personnes qui dirigent les 10 groupes de travail avec lesquels ils ont du reste, d'après le rapport de la Chambre des comptes, des liens de parenté. Et je serais pas surpris si on cherchait les bénéficiaires effectifs. Une autre notion, quand on veut veiller à la transparence dans la gestion des choses publiques, c'est qu'on ne regarde pas seulement, notamment le dirigeant social de la société dont il s'agit. On peut aller jusqu'à regarder ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif. Mais je ne serais pas surpris que le bénéficiaire effectif soit toujours des gens qui tournent autour de la même galaxie, autour de la fortune publique ou autour de la prise en otage de la fortune publique. Donc, moi, je pense que sur ce point précis de ce qui est des, disons, entre guillemets, des responsabilités des uns et des autres, je crois que le rapport de la Chambre des comptes se passe de tout commentaire. Il me semble suffisamment éloquent. Par contre, on peut en tirer une conséquence sur le plan de la politique, simplement pour dire que moi, j'aimerais m'appuyer sur l'image du football que les Camerounais aiment beaucoup, même si je dois regretter que quand il faut utiliser ce football qu'on aime beaucoup pour raisonner, et notamment pour raisonner vis-à-vis de ce qui se passe sur le champ politique, les Camerounais font peut-être preuve d'un peu d'amnésie sélective. Si on fait l'allégorie du football appliqué à la gestion de notre pays, on peut dire que le président de la République, même de fait, comme celui qui est là actuellement, peut être considéré comme l'entraîneur. C'est le coach.
Et il a une équipe qu'il met sur le stade. Une équipe qui est dirigée sur le terrain par un capitaine. Et ce capitaine s'appelle le Premier ministre. Et puis, on a l'impression au Cameroun que quand il a donné la liste des 11 entrants, il a désigné le capitaine, il ne regarde même plus le match. On a l'impression au Cameroun que l'entraîneur ne regarde pas le match. Posez-vous la question, je me la pose aussi, je n'ai pas de réponse. Parce qu'on ne peut pas m'expliquer que tout cela se soit passé pendant tout le temps que cela a duré et que l'entraîneur n'ait pas vu. C'est un peu comme si vous dites que vous avez mis 11 joueurs au stade, ils se font les passes, ils marquent même dans leur goal, et vous, l'entraîneur, vous ne voyez pas. Non, c'est l'entraîneur le problème. D'ailleurs, au Cameroun, quand on va à une compétition sans l'avoir préparée, et qu'on a une contre-performance, c'est le peuple là qui généralement demande la démission de l'entraîneur. Je crois qu'en matière politique, il faudrait qu'on ait le même raisonnement puisqu'il y a analogie. L'entraîneur doit rendre son tablier et il ne manque pas de bons entraîneurs. Il n'en manque pas. La question du capitaine peut se poser. Oui, le Premier ministre au Cameroun, la pratique institutionnelle a montré qu'il s'agit simplement du premier des ministres. Je le plains du reste parce que, vous voyez, quand je lis ce rapport, il n'est pas sûr que lui-même soit à l'abri d'une interrogation parce qu'on dit qu'il a, par lettre circulaire, autorisé le ministre de la Santé à passer un marché qui ne respecterait pas les règles de la transparence, notamment des marchés publics. Dans ce cas de figure-là, monsieur le Premier ministre, qui n'a d'ailleurs pas eu visiblement le loisir de coordonner tout ce qu'il y a à coordonner. En plus, aujourd'hui, il y a une task force qui est logée ailleurs, au niveau du cabinet de monsieur le Président de la République, géré par ce qui pourrait être considéré comme son secrétaire particulier, parce que le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, c'est un rappel d'ailleurs, n'est pas membre du gouvernement. Il fait partie du cabinet du Président de la République, mais il n'est pas membre du gouvernement au sens constitutionnel du terme. Donc, lui qui n'a d'ailleurs pas la possibilité, le loisir de coordonner le gouvernement, risque de se faire auditionner par le procureur général du tribunal criminel spécial qui se trouve hiérarchiquement sous le ministre de la Justice qui est un membre de son gouvernement. Vous voyez à quel niveau on peut se retrouver en termes d'incongruité quand on assiste à ce mauvais match que nous livre l'équipe de M. Paul Biya et de son capitaine M. Dion Gouté. Donc, la conclusion à laquelle moi je peux aboutir, une conclusion provisoire évidemment, c'est que on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. On a simplement à constater que l'entraîneur de l'équipe Cameroun est un entraîneur incompétent qui, une fois qu'il a fait le classement des 11 joueurs entrants, se tourne et va se murer, va se cacher dans une tour d'ivoire où personne ne le voit. Et quand le FMI commence à crier, c'est à ce moment qu'il se réveille et qu'il se demande mais qu'est-ce qui se passe au stade? Quand il revient, il essaye de chercher 2 ou 3 kidam qu'il va offrir en holocauste à la vindicte populaire, sans que cette dernière phrase ne soit considérée comme une phrase d'exonération des responsabilités que peuvent avoir éventuellement ces derniers dans le scandale, le Covid-Gate, que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et le FMI a été contacté par Equinox Télévision dans le cadre de l'enquête sur le scandale lié aux malversations financières pour la gestion de la crise sanitaire. Professeur Pascal Charlemagne Messanga-Niamding, un porte-parole du FMI, a confirmé que le gouvernement a pris des engagements après avoir contracté 203 milliards de francs CFA en 2 phases durant l'année 2020. Ces engagements étaient, la première des choses, publier les bénéficiaires, rendre publics les contrats et l'identité des bénéficiaires effectifs. Ensuite, rendre public les dépenses semestrielles des fonds Covid et un audit indépendant sur la gestion globale de la crise sanitaire. Pensez-vous que ce rapport d'étape a été fait sous pression du Fonds monétaire international? Quelle analyse faites-vous des faits saillants évoqués dans ce rapport? Je crois que il ne faut pas se tromper de débat, effectivement. Il s'agit d'abord d'un débat qui concerne le Cameroun et qui pose au cœur de la réflexion les questions de gouvernance. Je rejoins tous ceux qui m'ont
précédé ici et qui l'ont évoqué. Concernant votre question, qui a deux volets, d'abord, est-ce qu'il y a eu pression du FMI? Vous savez que les États entretiennent un type de relation et mènent certaines actions dans deux cadres. Le premier cadre est l'action bilatérale. Ce sont les relations que les États entretiennent avec d'autres États. Et le deuxième cadre relève de l'action multilatérale. C'est-à-dire, c'est dans le cadre des organisations internationales. Et le FMI, qui est elle-même, ça il faut le reconnaître, c'est une institution financière, mais sa compétence est universelle et sa vocation est financière. Donc, issu des accords de Bretton Woods, personne ne peut nier que le FMI a porté, ça il faut le dire, pendant 20 ans, notre programme d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel, les PASS, entre 1986 et 2006, notre pays, le Cameroun, a longtemps entretenu de bonnes relations avec le FMI. Il est tout à fait normal que, en tant qu'institution multilatérale, le FMI opère des pressions parce que le FMI a mis de l'argent. Vous savez que dans sa vocation historique, peut-être il faut le rappeler techniquement à ceux qui nous écoutent, avant la Seconde Guerre mondiale, les États pouvaient emprunter partout. Et parfois, vous voyez un État qui prend une dette ici et ensuite hypothèque même une partie de son territoire. On l'a vu avec les États-Unis qui ont réacheté la dette du Mexique parce que le Mexique a vendu toute une partie de son territoire aux États-Unis. Et quand le FMI naît, ça il faut bien le préciser, c'est parce que il y a un contrôle à l'effet d'amener les États à contrôler leurs dettes. Donc le FMI réachète des dettes et ensuite maîtrise effectivement ce qu'on a appelé la régulation financière internationale. Mais dans ce cas, c'est 180 milliards, un fonds spécial destiné, effectivement, comme tout le monde le sait, à l'aménagement de la Covid-19. Mais malheureusement, il faut préciser quelque chose, M. Noufele. C'est une observation pertinente. Avant, nous avons eu le problème de la canne. C'était 1000 milliards. Et pourquoi 180 milliards pèsent plus que 1000 milliards? C'est parce qu'on estime, du moins certain, qu'on peut voler 1000 milliards aux Camerounais, puisque c'est notre argent, ça ne pose pas de problème. Mais dans le cas d'espèce, le FMI aimerait comprendre où est passé son argent. Dans la métaphore du capitaine, deuxième point, je voudrais dire à notre excellent maître, effectivement, que le capitaine est debout. Le capitaine est debout parce que... L'entraîneur ou le capitaine, professeur? L'entraîneur. Ah, et vous faites même bien d'ailleurs de reprendre. L'entraîneur est debout. Parce que je voudrais vous dire qu'il y a deux types d'entraîneurs. Ceux qui sont debout et qui parlent sans cesse, mais il y a des coachs comme Mourinho et quelques-uns aussi parfois, quelques grands coachs comme Zidane qui s'asseyent et observent. Mais à la mi-temps, ils rappellent les joueurs à l'ordre. Vous avez vu que beaucoup ont déclaré le président Paul Biya fini. Et je peux d'ailleurs vous dire quelque chose. Il y a eu une certaine, dans la prise de décision, une certaine dérive, où certains prenaient même des décisions à la place du président de la République. Mais vous voyez qu'avec cette affaire de la Covid, avec ce qui arrive là, qu'est-ce que le capitaine, l'entraîneur demande aujourd'hui aux joueurs? Que chacun présente ses chaussures. Vous savez, quand j'étais gamin, il y a un film qui me passionnait, c'était Le Crépuscule des Crapules. Vous deviez être un peu plus jeune. Demandez aux gens nés entre 1965 et 70 comment était le film Le Crépuscule des Crapules. Là, je pense que le coach vient de capturer, du moins l'entraîneur, les crapules qui n'ont pas compris que lorsqu'on utilise l'argent, la dépense publique, comme vous l'avez si bien évoqué, il faut ce qu'on appelle un compte d'emploi. Il n'y a pas de compte d'emploi. Bon, à ce titre, je voudrais rappeler à ceux qui doutaient encore, et là, vraiment, ils se sont moqués tellement des biaïs, certains ont même cru que c'était une parodie ou un simple slogan, qu'aujourd'hui, mais cette affaire est beaucoup plus grave qu'on le croit. Je vous assure, en près de 60 ans, plus de 50 ans d'indépendance, le Cameroun n'a jamais connu une telle affaire où tous les membres du gouvernement, pratiquement tous, sont épinglés. Et vous savez maintenant, et je termine là, vous allez voir, monsieur Noufele,
que c'est maintenant que nous devons convoquer, effectivement, l'encadrement constitutionnel des pouvoirs des uns et des autres, pour 3 raisons. 1. Lorsque vous lisez l'article 9 de la Constitution, vous savez, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas que le président dispose, dans l'alinéa 1, il peut décider par décret de convoquer l'état d'urgence. On a l'impression que c'est ce qui arrive là. Et de 2, il peut décider de l'état d'exception. Parce que quand vous voyez, le Premier ministre est engagé, le secrétaire général de la présidence est engagé et quelques membres du gouvernement, mais c'est l'état d'exception. Et la Constitution lui donne cette possibilité. On peut aller au 2e point, l'article 10, où il nomme. Et c'est lui, le coach que vous avez évoqué, qui, conformément à l'article 11, fixe les missions des membres du gouvernement. Il se rend compte que ce n'est pas volé. Ce n'est pas détourné. Vous avez vu qu'à un moment donné, et quelqu'un l'a bien dit ici avant moi, qu'à un moment donné, conformément à cet article 10, où c'est lui qui fixe les attributions. Il fixe les attributions. C'est constitutionnel. C'est pourquoi j'ai parlé en off à quelqu'un, quelque part à Garoua, qu'il s'agit de la part de l'acte posé par le président de la République, de la prise en main du pouvoir constituant originel. C'est-à-dire, les gens ont pensé qu'ils pouvaient remplacer le président Paul Biya, lorsque vous voyez par exemple le secrétaire général, la présidente de la République, qui écrit à un ministre, qui instruit un ministre. C'est anticonstitutionnel. Je vous assure que, en y mettant un peu plus de rigueur, vous allez constater que même le président de la République, lorsqu'on regarde la dévolution du pouvoir constituant originel, du moins le pouvoir présidentiel, le président fixe les attributions. Article 10, article 11, c'est le président qui attribue au chef au gouvernement les missions qui lui sont dévolues. Mais lorsqu'il doit le rappeler, le secrétaire général de la présidence passe, et je termine là, par le secrétariat général du Premier ministre, qui lui-même, le Premier ministre, se saisit de ça, et conformément à l'article 12 de la Constitution, il conduit ainsi l'action du gouvernement. Donc voilà donc une dérive, une vraie dérive qui fait que l'entraîneur est là. Alors, beaucoup ont dit qu'il n'était pas là. Vous parlez d'un entraîneur qui est présent. Pourtant, Pourtant, les joueurs étaient chargés de veiller à ce que les Camerounais retrouvent une bonne santé ou bien soient protégés face à la pandémie de Covid-19. L'entraîneur a mobilisé des financements importants auprès de ses partenaires. Tout à fait. Mais la façon dont l'argent a été géré pose problème aujourd'hui. Alors comment comprendre qu'il existe pourtant des mécanismes de prévention et de contrôle qui ont été annoncés par le Premier ministre lorsque ces fonds ont été mis à disposition du Cameroun. Il y a même une ventilation des différents fonds Covid à une quinzaine de départements ministériels et des mécanismes de contrôle pour rassurer les Camerounais sur la transparence dans la gestion des fonds. Quand vous analysez le rapport d'étape avec les différentes irrégularités et incongruités décrites dans ce rapport, quelle est votre analyse? D'abord, je vous fais remarquer que certains ont voulu détourner l'entraîneur de ses objectifs. Souvenez-vous, une personnalité proche du chef de l'État a écrit au ministre de la Justice, alléguant qu'une enquête était ouverte sur haute instruction. Oui, voilà, une haute instruction encore. Et vous avez vu que le ministre d'État, Laurent Esso, homme d'expérience, homme politique de métier, a demandé qu'il voulait davantage de documents pour instruire. En relation avec votre question, quand on a donc retourné effectivement le rapport, parce que je voudrais quand même rappeler aux téléspectateurs ici, que non seulement il faut féliciter le président, du moins la Cour des comptes, parce qu'ils ont effectué, la Chambre des comptes, ils ont effectué un rapport de 23-24 pages, mais en un temps record, parce que ce rapport aurait pu être, lorsqu'on lit entre les lignes, un rapport de 400 pages. Vous vous rendez effectivement compte que dans ce jeu grave, il y a un problème. Il y a un problème. Et quand on y va, on va chercher plus loin, parlant des ministres. Mais monsieur Noufele, que fait par exemple le ministre des Mines avec des fonds? Est-ce qu'on doit éviter aux mines d'attraper la Covid? A dit l'or, le diamant. Vous voyez un peu les métaphores? Et entre autres, je ne voudrais pas parler de ce qui se passe. Il est clair qu'il y a des crapules
avons remis en cause, quelque part, les missions dévolues au gouvernement. C'est pourquoi je continue à penser, et je reviendrai là-dessus, qu'il faut tout de suite comprendre que dans la prise de décision, personne ne peut contester qu'il y a des dérives, et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi quand Edmond Kamia, votre consultant, vous dit bien que, bon, ils sont encore jusque-là présumés innocents, il a raison. On attend donc, et ça il faut le dire, que en fait ça s'appelle le compte d'emploi, soit clair pour qu'effectivement, comme l'a dit Maître Djéhou, la justice se saisisse effectivement du problème sur le plan pénal. En interrogeant Maître Moustapha Ngwana, un volet concernant l'aménagement des centres agréés Covid-19, il y a eu des bâtiments publics, des CANSIC, qui ont été retenus par le gouvernement et qui devaient être aménagés pour mettre des Camerounais en quarantaine. Et là, la Chambre des comptes a observé une kyrielle de curiosité avec des fonds qui n'ont pas été entièrement dépensés et d'autres surfacturés. Quel regard portez-vous sur les intentions et la manière dont ce point précis a été géré? Voyez-vous, nous revenons carrément à la même situation. C'est que toutes les mesures qui ont été prises n'ont à aucun moment été implémentées. Ou si elles ont été implémentées, elles n'ont été que très partiellement. Il y a même des ministres qui ont refusé de transmettre de la documentation pour que la Chambre des comptes puisse travailler. Alors que de par la loi, ils sont tenus de transmettre les documents en question pour que la Chambre des comptes puisse faire son travail. Et quand vous parlez de tous les centres spéciaux qui ont été créés, il y en a même qui ont été créés dans des stades alors qu'on savait qu'il y avait de la canne. Il y avait la canne qui allait arriver et qui malheureusement ont dû être démantelés de manière précipitée. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question de cohérence dans l'action gouvernementale. C'est une question de cohérence dans l'action gouvernementale. On dit, vous allez réquisitionner les CANSIC. Combien de CANSIC ont été réquisitionnés? Combien de CANSIC ont été réquisitionnés? Quels sont les deniers qui ont été mis à disposition? Combien a-t-on véritablement dépensé? Il parle tout à l'heure de compte d'emploi. On n'a aucun élément pour pouvoir, à ce niveau-ci, tabler véritablement. Parce que quand on parle, on a dit, c'est un rapport d'étape. Ouais. Peut-être que lorsque nous aurons le rapport définitif, on aura suffisamment d'éléments pour pouvoir tabler sur ces questions-là. Mais pour l'heure, il est constant que les choses ont été faites à l'emporte-pièce, les choses ont été faites de manière approximative, et il est impossible à ce jour de pouvoir dire avec certitude ce qui a été fait de l'argent qui a été débloqué. Mais une chose est constante, c'est que les procédures ont été violées. Le rapport vous dit qu'il y a des fautes de gestion, au moins une trentaine. Le même rapport, parce qu'il faut le dire, à la Chambre des comptes, vous avez des magistrats hors hiérarchie. C'est des magistrats hors hiérarchie, donc ils sont au sommet de la hiérarchie. Et très expérimentés. Très expérimentés. Donc quand ils vous disent qu'il y a des procédures pénales qui vont être engagées, ce n'est pas juste des paroles qui sont avancées à l'emporte-pièce. Donc il y a quand même des éléments de certitude. C'est là où je rejoins mon ami Roland Djéhou sur le fait qu'il s'agissait quand même d'un contrôle sur pièce. Parce que, et c'est pourquoi certains qui ont même vendu les dons qu'ils avaient reçus, se sont refusés à transmettre les documents qui allaient certainement davantage les compromettre. Parce qu'ils connaissent la conséquence de tout cela. Donc, s'il y avait eu transmission de documents, forcément, leur situation aurait été encore beaucoup plus accablante. Voilà. Mais il faut également dire une chose sur laquelle on n'est pas revenu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui va certainement vouloir, parce que le secrétaire général du ministère de la Santé n'est plus là. Oui. De vouloir tout mettre le secrétaire chargé des pandémies. Oui, bien sûr. Puisqu'il n'est plus le défunt Lamido. Oui. Comme le défunt Lamido n'est plus là, il y a déjà dans l'opinion comme une volonté de tout mettre sur sa tête, de tout mettre sur son dos. Il faudrait. Oui, mais attendez, sans vous couper. Même s'il n'est plus là, quelqu'un a ordonné et a mis en place un certain Djabi pour présider cette passation des marchés. Et vous allez voir que dans cet octroi, il y a Aboubakar et il y a, je crois, l'autre nom, Ousmane. Deux noms, Ousmane Djabi, Aboubakar Djabi. Qui a commandé ce monsieur? Je pense que mort ou vivant, on saura qui a écrit. Parce que l'ordre est venu de quelque part. D'ailleurs, on l'a dans le rapport.
Vous comprenez pourquoi le ministre d'État, Laurent Esso, qui est un fin politicien, et à un moment donné, à qui certains ont affecté une distraction en allant mentir qu'il n'assiste pas au conseil des ministres, alors que Laurent Esso est au conseil des ministres. Conseil de cabinet. Mensuel. Bon, et c'était encore une stratégie pour tout flouer et discréditer celui qui, effectivement, voulait voir clair dans cette affaire. Moustapha Ngouana, vous avez la parole sur ce manque de cohésion gouvernementale où on voit l'implication de certaines personnalités logées à la présidence de la République et le Premier ministre qui ont du mal à s'entendre sur la stratégie de gestion de la crise sanitaire. Voilà. Est-ce que pour vous l'intérêt c'était de protéger les Camerounais ou alors d'ouvrir les vannes et se servir? Non, il est incontestable qu'il n'y a jamais eu de volonté d'engager une véritable riposte contre la Covid-19. J'ai parlé avec les hôteliers. Il y a des personnes qui sont allées, qu'on a mis en quarantaine dans certains hôtels. On vous dit à l'hôtel qu'il n'y a pas eu un seul malade parmi tous ceux qui ont été mis en quarantaine. Mais ça dit qu'il y a eu de bout en bout des volontés de pouvoir mettre la main dans la caisse. Et nous savons tous qu'au sein du gouvernement, ils sont nombreux qui ne peuvent pas s'adresser la parole. Et le professeur Messangan, qui est ici présent, ne dirait pas le contraire. Et aujourd'hui, tout cet enchevêtrement-là, sous cette orchestration de désordre, empêche de pouvoir obtenir un véritable résultat dans l'action gouvernementale. On vous dit que le secrétaire général de la présidence de la République ne parle pas avec le ministre de la Justice, ainsi de suite. Et c'est connu, et c'est un secret de polichinelle. Et vous avez vu que lorsqu'on a transmis la correspondance pour qu'une enquête soit ouverte, on a voulu nous dissimuler le rapport de la Chambre des comptes. C'est un rapport qui intéresse les Camerounais dans leur intégralité. Donc, on a voulu le dissimuler. Et même la correspondance qui est écrite par le ministre de la Justice, qui est mise sur les réseaux sociaux, est également la manifestation de la défiance que les uns ont pour les autres. Et il ne faut pas oublier que la défiance en question peut également s'expliquer par le fait qu'il y a un ministre de la République pour lequel on a signé une correspondance pour mettre fin à des poursuites dans ce pays. C'est la dernière en date. Mais le ministre de la Justice, semble-t-il, aurait encore écrit à la présidente pour se rassurer de l'effectivité du document en question. Ça prouve que il y a et pour preuve, le ministre en question reste en prison à ce jour. Et les poursuites n'ont pas été arrêtées. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que l'incohérence est on ne peut plus grave et que les difficultés que les uns et les autres ont entre eux au sein du gouvernement, malheureusement, impactent sur son efficacité. Ce qui fait que ces gens, même comme ils ont l'habitude de mal travailler, travaillent encore un peu plus mal, puisqu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir même s'adresser la parole pour pouvoir au moins résoudre les problèmes des Camerounais. Parce que les hommes d'État doivent pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus de leurs contradictions, au-dessus des difficultés interpersonnelles qu'ils ont. Au-dessus des règlements de compte. Bien sûr, au-dessus des règlements de compte, comme vous dites, pour apporter des solutions satisfaisantes aux problèmes que connaissent les populations. Et malheureusement, nous avons le sentiment que les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Et que même les initiatives privées qui ont été prises par des formations politiques, je tiens à le dire, le MRC a pris des initiatives, et même le SDF à son niveau a pris sur le plan local des initiatives pour pouvoir aider, mais ces initiatives ont été combattues, découragées. Donc vous comprenez qu'on se pose la question de savoir si l'intérêt général, la chose publique, intéresse véritablement ceux qui nous gouvernent, si ce n'est s'enrichir au quotidien au détriment de nos populations, et c'est bien grave. J'aimerais qu'on s'intéresse à la production de la chloroquine, l'azithromycine, Edmond Kamgia. On a suivi un membre du gouvernement qui a annoncé que d'un claquement des doigts, le Cameroun serait capable de pouvoir fabriquer la chloroquine et l'azithromycine. Mais dans le rapport d'étape, il a indiqué qu'on a plutôt importé l'azithromycine, ces médicaments, et on a procédé à un reconditionnement dans des emballages achetés et imprimés, fabriqués par Zaneka et conditionnés par l'IMP, l'organisme qui avait donné les assurances qu'il était capable de fabriquer la chloroquine et l'azithromycine au Cameroun. Et la Chambre des comptes s'interroge sur les raisons pour lesquelles cette structure a importé autant de médicaments. Pourtant, cela revient à la Sénamé de pouvoir approvisionner le Cameroun en médicaments.
Comment expliquer une telle situation? C'est le Fipangrass qui voulait fabriquer. Non, il faut dire ça au sérieux, c'est le plateau. Donc, effectivement, le rapport indique que la chloroquine n'a pas été fabriquée localement, n'est-ce pas? Alors qu'un budget de 4 milliards, notamment, a été mis à sa disposition. Il faut dire que Madame la Recherche scientifique et l'innovation a nié avoir perçu ces 4 milliards dans le cadre de l'utilisation à cette fin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a reçu une instruction qui serait arrivée plus tard, qui l'aurait empêché de faire ce qui était initialement prévu. Parce qu'il y a une lettre qui date du 17 novembre 2020 du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui instruit Madame Madeleine Tuente, Madame la Mindrezi, n'est-ce pas, de surseoir à la fabrication de l'hydroxychloroquine par l'INPM. Voilà la raison principale pour laquelle la fabrication n'a pas pu se faire comme initialement prévu. Et elle a nié avoir obtenu... Toujours le SGPR. Tout à fait. C'est le SGPR. Encore lui. Sur une instruction du SGPR. Ah bon? Elle n'a pas Vous êtes sûr de ce que vous dites? Nous avons obtenu, selon certaines sources, que c'est le SGPR qui instruit, qui lui demande de surseoir à cela. Oui, nous avons obtenu des informations dans ce sens. Et vous savez, dans cette affaire, il y a un certain nombre de ministères qui ont fait l'objet du rapport d'étape. Des questionnements auraient pu être posés. Alors qu'une vingtaine d'institutions ministérielles sont concernées, ont reçu, n'est-ce pas, une partie des fonds alloués par le FMI au Cameroun dans le cadre de la gestion des fonds. Et je rappelle que c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a établi la répartition des fonds. Mais il se trouve encore que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, était intervenu en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement, n'est-ce pas, qui est censé gérer, après avoir établi la répartition des fonds, s'assurer que tout se passe pour le mieux. Mais que fait donc le secrétaire général de la présidence de la République dans la gestion des fonds Covid qui ont pourtant été répartis minutieusement par le Premier ministre chef du gouvernement, qui est le président, le patron de la riposte, par ailleurs. Et rappelons, il y a autre chose qu'il faut rappeler. Les circonstances dans lesquelles les réseaux sociaux ont eu un certain nombre d'informations relatives à cette question. Tout est parti déjà à partir des correspondances qu'on a vu circuler entre, d'une part, le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et d'autre part, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. On a vu des correspondances circuler. Et notamment la correspondance, n'est-ce pas, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui demandait, qui informait, n'est-ce pas, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de ce qu'il y aura de l'ouverture de l'enquête judiciaire concernant, n'est-ce pas, ceux qui pourraient être considérés comme les auteurs, co-auteurs et complices dans le cadre de la gestion de ce fonds, parce qu'il y a eu des détournements, d'après le rapport, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes. On voit bien, rappelez-vous, que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pris la précaution de demander, n'est-ce pas, à celui qui lui a adressé cette missive que, mais je ne vois pas la pièce jointe. Je ne vois pas la pièce jointe. Sur quelle base vous me demandez de faire ce travail-là? On voulait biaiser. Parce qu'il y a eu des interrogations et il était important pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de s'assurer que si je dois travailler, il faut que j'ai la documentation. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas jointe? Le ministre d'État, ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Oui, ministre d'État, ministre de la Justice. C'est ça. Il fallait qu'il ait la pièce jointe. Et par la suite, on se rend compte que il y a eu un déclenchement du processus au niveau du TCS. À ce moment-là, on a la quasi-certitude, sinon la certitude, que le ministre de la Justice a obtenu. On ne sait pas quelle voie finalement ces documents, soit par le secrétaire général des services de la présidence. C'est le coach a joué. Le coach, oui. Le coach, l'entraîneur. Je reviens là-dessus à mon tour de parole. Oui, tout à fait. Mais je vous dis que si vous dites, vous ne savez pas comment on a obtenu le papier, le coach joue sur plusieurs fronts. Quand un coach parle à un joueur, il peut parler au latéral, au capitaine ne sait pas, l'avanceur ne sait pas ce qu'il a dit au milieu de terrain. Oui. Donc le coach a joué. Oui. Vous avez la parole. Oui. Donc, je voudrais donc dire que lorsque les informations sont ainsi ventilées dans les réseaux sociaux, c'est dans quel intérêt? Et qui le fait? Et dans quel but? N'oubliez pas que très récemment, on a assisté à la naissance ou à la création d'une nouvelle task force. N'est-ce pas? Qui est coordonnée par qui? Qui est coordonnée par celui-là même qui a coordonné la précédente task force.
relative à la gestion de la CAN et dont on attend encore aujourd'hui le bilan de la gestion. On ne sait pas comment a été géré les milliards dans le cadre de la CAN 2019 qui a glissé en 2022. Et aujourd'hui, on a l'impression, dans certains milieux, que le fait qu'il y ait une ventilation inhabituelle des documents sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait eu un choix particulier pour le rapport d'État concernant un certain nombre de ministères, notamment le MINAT, notamment la santé, MINRESI, Éducation nationale. Pourquoi ces institutions d'abord, pourquoi pas d'autres également dans le premier rapport d'étape? Parce que certains se demandent également qu'il eût été judicieux pour la Chambre des comptes de finir son travail, d'avoir un rapport final et à ce moment-là, de remettre à qui de droit le rapport final et le déclenchement des actions serait aller de manière moins suspecte, de manière moins controversée. D'aucuns ont le sentiment aujourd'hui que la manière avec laquelle les choses se passent viserait à renforcer, à justifier le transfert, n'est-ce pas, de la gestion du fonds Covid, du ministère de la Santé, de la supervision du premier chef du gouvernement vers le coordonnateur de la task force qui s'occupe désormais, n'est-ce pas, de la gestion du fonds Covid. Beaucoup d'informations vont dans ce sens-là pour expliquer la présence du rapport d'étape et non pas la présence du rapport final qui aurait pu englober toutes ces informations et susciter moins de polémiques. Il faut également dire, et c'est très important, puisque vous m'avez posé la question de savoir pourquoi, au niveau du ministère des Recherches scientifiques et de l'innovation, on n'a pas pu obtenir ce qui était prévu. Parce qu'elle avait effectivement dit, il suffit d'un claquement de loi, si j'obtiens l'argent, je vais faire ce que je devais faire. Malheureusement, ça n'a pas été fait pour la raison que j'ai évoquée tantôt. Mais il faut dire également, Monsieur Noufele, que dans cette affaire, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles beaucoup de gens vont se poser des questions. Parce que beaucoup se demandent aujourd'hui si les informations qui sont contenues dans le rapport d'étape seront présentes ou absentes dans le rapport final. D'aucuns, selon certaines sources, nous font penser et dire aujourd'hui qu'il n'est pas certain que des informations qui figurent dans le rapport d'étape aujourd'hui figureront dans le rapport final. Pour quelles raisons? C'est une interrogation que je mets sur la table. Mais pour détailler un peu, je voudrais vous dire, par exemple, en ce qui concerne les ambulances, n'est-ce pas, pour lesquelles il y a eu des marchés, ces ambulances n'ont jamais été réceptionnées pour n'avoir pas fait l'objet de paiement. Et selon certaines sources également, ça je le mets sur la table, parce que visiblement, le ministre de la Santé et le défunt secrétaire d'État à la Santé sont considérés comme étant le point focal de tout. Théoriquement, oui. Mais sur le fond, est-ce que c'est le cas? Certaines sources laissent penser que le ministre de la Santé n'a pas interféré dans le processus de passation des marchés publics. Ils disent bien certaines sources. Et certaines sources laissent également penser que le ministre de la Santé n'a pas signé de marché dans la gestion du fonds Covid. Et que pour l'essentiel, c'était le secrétaire d'État chargé de la pandémie. Et on a eu une information récente selon laquelle le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, demandait instamment au ministre de la Santé, n'est-ce pas, de signer de nouveaux marchés. De nouveaux marchés. Bien sûr. En quelle qualité? En tant que président de la task force, de la nouvelle task force, ou alors Et quel est le statut Alors, juridique de votre instruction? ou alors sur votre instruction. C'est pour vous dire que dans cette affaire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites. Depuis le 20 Alors, avril. Tout à fait, depuis le 20 avril Depuis le 20 avril. 2021. Depuis le 20 avril. Oui, oui. Et c'est là Non, 2021. 2021. Depuis le 20 avril pour les 2021. récents contrats Pour les récents concernant contrats. la taxe Donc, force. il écrit pour vous dire à qui est-ce que vous allez attribuer les les marchés. Il Donc, demande de donc, signer. En Oui. réalité, le ministre de la Santé est un fait valoir dans le cadre de cette opération-ci. Oui. Donc, son avis n'est pas requis, alors qu'il Tout à s'agit fait, d'une tout à fait. activité qui relève de son ministère. Oui. De le SGPR, qui est le secrétaire du président, vient prendre la place d'une personne,
vient exécuter les fonctions qui ne sont pas les siennes en imposant. A dit qu'on passe sur le ministère des marchés publics, on passe sur le ministère de la Santé qui est le maître d'ouvrage dans le cadre de cette opération-là, et on lui dit voilà la personne à qui vous allez signer. Donc en réalité, s'il y a même un problème encore dans le cadre de ce nouveau marché, le ministre de la Santé va être exonéré parce que c'est lui qui a ordonné, se trouve à la présidence de la République et qui aurait reçu, semble-t-il, les instructions du président de la République, ce qui doit être mis entre guillemets. Absolument. Mais avant la mise en place de la task force, il y a eu des marchés qui ont été passés dans le cadre des attributions de marchés spéciaux et lettres de commande spéciales. Pour autant, Maître Roland Djourou, il y a des promesses qui ont été faites aux Camerounais. Promesse de la capacité d'un pays à fabriquer des médicaments avec une production journalière d'environ 5000 médicaments qui devaient être fabriqués. Et à la surprise, la Chambre des comptes fait savoir que l'Institut qui est en charge de cette fabrication des médicaments n'avait pas la capacité de pouvoir le faire et s'interroge sur les raisons pour lesquelles autant de comprimés se sont retrouvés dans un processus d'importation depuis l'Inde et reconditionnés pour montrer qu'il y a eu quand même une touche camerounaise. Comment appréciez-vous cette attitude, cette manœuvre-là? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle manœuvre selon vous? Vous parlez d'importation de médicaments d'Inde, mais moi j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit de contrebande de médicaments. Oui. Je m'appuie encore une fois sur les propos des hauts magistrats de la Chambre des comptes qui disent que d'abord, le Minerési n'a pas vocation à importer du médicament, c'est la Sénamé qui s'en occupe. Oui. Donc, le Minerési s'est comporté ici comme n'importe quel vendeur de médicaments au gazon, en prenant sur lui d'importer hors le circuit normal la quantité qui a été indiquée. Mais pour revenir plus précisément à votre question, imaginez les chercheurs camerounais qui, à l'annonce de la possibilité de fabriquer l'azithromycine au Cameroun, se sont dit « Ouf, enfin peut-être nous allons faire savoir ce dont nous sommes capables », qui finalement se retrouvent comme nous, en train de découvrir qu'à la place d'une petite industrie pharmaceutique qui aurait pu ne serait-ce que prendre naissance à travers le Covid, ou la Covid qui, de ce point de vue-là, serait une opportunité, constate que des gens se sont plutôt amusés à aller importer des médicaments des faux médicaments et les reconditionner. C'est-à-dire qu'on assume le vice jusqu'au bout. On n'a pas choisi d'importer le médicament seulement. On aurait pu importer le médicament en faisant savoir que c'est un médicament importé qu'on distribue. Non. On fait croire qu'on l'a fabriqué sur place parce qu'on achète encore à l'étranger le conditionnement. On importe le médicament, on importe l'emballage pour reconditionner sur place et faire croire qu'on a fabriqué cette chloroquine sur place. C'est de la criminalité. Je crois que c'est un gang de malfrats qui nous dirige. Peu importe les raisons qu'on va évoquer, l'instruction a été donnée de sursoir, etc. Pour ma part, je pense qu'il y a quand même des problèmes sérieux à entendre même seulement qu'on puisse gérer un pays de cette manière-là. Parce que ceux qui d'ailleurs se cachent derrière les instructions, je peux prendre une autre allégorie. Je suis très heureux que l'allégorie du football ait été reprise presque en chœur sur ce plateau. Je reprends une autre allégorie, cette fois-là une allégorie militaire, pour dire que l'exécution des ordres suppose que l'ordre soit légitime d'abord. Si le ministre de la Santé reçoit une instruction du SGPR qui se trouve ne pas être son supérieur hiérarchique et l'exécute, le moment venu, je crois qu'il y aura à répondre devant les juridictions de si oui ou non il avait le droit de se prévaloir de cette instruction-là. Parce que comme je le rappelle encore une fois, le secrétaire général de la présidence de la République, même bardé du titre de ministre d'État, comme c'est le cas au Cameroun actuellement, n'est pas membre du gouvernement. Je ne vois donc pas en quelle qualité il peut donner des instructions au gouvernement. Il est chargé d'assurer le secrétariat du président de la République. Mais il dit dans une correspondance que ce même président l'a fait ordonnateur des fonds Covid et à ce titre, j'adore votre expression. J'adore votre expression, monsieur. Ventiler ou bien vérifier les ventilations j'adore votre expression. Des fonds Covid. J'adore votre expression, monsieur Noufele, parce que vous dites qu'il dit lui-même. C'est lui qui dit.
C'est lui, le SGPR, qui nous informe, nous tous ici, que quelqu'un lui aurait donné l'ordre de faire ce qu'il dit qu'il a reçu l'ordre de faire. Ce monsieur qui lui donne l'ordre aurait pu prendre un décret. Un décret. Ouais. Bien sûr. L'administration est écrite. Bien sûr. C'est souvent Bien qu'on sûr. nous le rappelle, Bien sûr. parfois pour nous narguer. L'administration est écrite. Mais Tout un à secrétaire général de la présidence de la République vous dit qu'il a reçu des instructions pour mettre sur pied une task force qui le désigne lui, coordonnateur de la dite task force. Il est Dieu finalement. Il n'y a que Dieu qui s'est créé lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait avant lui qui était et qui lui, de qui il tient ce pouvoir-là. Le secrétaire général de la présidence de la République au Cameroun est le seul à savoir si effectivement le président donne des instructions ou pas. Et il est le seul qui les répercute éventuellement. En ce qui concerne le cas de la task force précisément, il aurait été plus simple que cela fasse l'objet d'un décret présidentiel. On aurait vu un décret dans lequel le président de la République est qualité, même s'il est de fait, comme nous n'avons de cesse à le rappeler, prend sur lui de confier une mission précise à un responsable de l'État, comme cela est d'ailleurs prévu par l'article 10 de la Constitution. Cela est tout à fait possible. L'article 10, encore oui. que même jusque-là, on peut, heureusement que ce décret échappera au contrôle, au principe de juridicité, parce que ce serait un acte de gouvernement, mais au minimum, par respect de la Constitution, on pourrait le questionner, parce que l'article 10 de la Constitution précise quand même une certaine hiérarchie. Tout à fait. Dans la typologie des personnalités à qui on peut confier des missions. Dans la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, voilà. Je vous C'est remercie. notre constitution. Je vous remercie, monsieur le professeur. Bravo, bravo. Au départ, il y a le Premier ministre. Oui. On a envie de se dire, c'est à défaut de Premier ministre qu'on peut déléguer au ministre avant les autres hauts fonctionnaires. Tout Et à monsieur fait. le secrétaire général de la présidence de la République rentre dans la catégorie des hauts fonctionnaires, pas dans la catégorie des ministres. Parce que quand on vise les ministres de l'article 10 de la Constitution, ce sont les membres du gouvernement. Tout à fait. Rappelez-vous que nous sommes dans un système juridique, même s'il est présidentialiste, il a emprunté du semi-présidentiel. Tout à fait. C'est-à-dire que le gouvernement est d'abord une instance collégiale, collective, qui est responsable devant le Parlement, non pas en tant que somme d'individus, mais en tant que groupement. Donc, si monsieur le Premier ministre, en respect des dispositions de la Constitution, a éventuellement donné sa démission, ce serait la démission du gouvernement. Et logiquement, cette démission du gouvernement n'implique pas démission du directeur du cabinet civil, qui est lui aussi ministre, Tout à fait. du point de vue du titre, Bien ni sûr. celle du ministre secrétaire général de la présidence de la République, parce qu'ils ne font pas partie du gouvernement. Tout à fait. Donc nous sommes en fait. marge de la Constitution. Tout ce que nous observons là, c'est marcher complètement en marge Tout à fait. de notre Constitution. Et nous Ce avons sont des normalisé ça. dérives anticonstitutionnelles. Nous avons normalisé ça dans notre pays. Nous avons même réussi à ériger le rapport de la Chambre des comptes en une œuvre de l'entraîneur dormeur. Non, cher professeur. Non, la l'entraîneur ne dort pas. Oui, je vais Sinon, on revenir- ne serait pas à tête je de vais débat de revenir cela. sur- Parce que l'entraîneur est réveillé. Je vais revenir sur votre justement allusion au coach comme Zidane ou Mourinho. Oui. Mais je parle de l'entraîneur dormeur. Pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, c'est quand même la Chambre des comptes de la Cour suprême. Tout à fait. Ce n'est donc pas une direction de la présidence de la République qui a commis ce rapport. Non, c'est une décomposition de la Cour suprême du Cameroun sommes qui se d'accord. trouve être Tout à fait. l'incarnation, entre guillemets, du pouvoir. d'un des trois pouvoirs dans l'État, l'un des trois pouvoirs constitutionnels de l'État du Cameroun. Tout à fait. On parle là du pouvoir judiciaire. Donc, le rapport de la Chambre des comptes devrait normalement être considéré comme une affirmation du pouvoir judiciaire en matière au minimum de contrôle de la dépense publique. Mais j'aurais aimé, je n'ai pas souvenance de ce que cette même Chambre des comptes se soit penchée sur le Cangate, mais j'aurais aimé que au moins il y ait un rapport identique, en tout cas un rapport sur la dépense publique en lien avec la canne pour laquelle nos camarades ont passé des années, des mois en prison. Il faut que les pouvoirs au Cameroun prennent conscience de ce qu'ils ont à jouer comme rôle. Et ce n'est pas une magnanimité, ce n'est pas une faveur du président de la République que la Chambre des comptes fasse ce travail-là. Et donc, pour revenir à l'allégorie du coach dormeur, et je crois que je sortirai par là, nous sommes en situation de crise, cher professeur. Oui, je suis d'accord. Vous ne parlez pas d'un match de gala.
Vous ne parlez pas d'un match pour donner de l'argent aux associations de bienfaisance. Vous ne parlez pas d'un match de jubilé. Vous parlez d'un match critique. Parce que nous sommes dans un pays qui fait face de plein fouet à une crise qui est d'ailleurs mondiale. Et vous dites qu'on peut considérer l'entraîneur de notre équipe comme Zidane. Alors si c'est le cas, je vous demande quelle était alors la mi-temps. Parce qu'il n'y a jamais de mi-temps. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de mi-temps. Ça fait 40 ans qu'on attend de voir des réajustements tactiques. Parce que justement, à la différence de Mourinho et de Zidane, qui font des réajustements tactiques qui se voient sur le terrain. Parce que quand vous voyez un coach sérieux, tacticien, quand il se rend compte après une mi-temps que son dispositif n'a pas marché, il fait des réajustements et à la fin du match, nous tous, nous sommes en mesure de dire oui, ça c'est du coach. Mais dans le cas d'espèce du Cameroun, vous nous dites que oui, il observe et il prend des mesures. Quelles mesures? Ça fait 40 ans que la rigueur et la moralisation sont passées aux oubliettes. Ça fait 40 ans qu'on demande aux Camerounais, que le coach a demandé aux Camerounais où sont les preuves. Ça fait 40 ans que quand, bien même, il y a parfois des preuves, on se rend compte que certains peuvent être couverts, comme pour le Kangate. Pour le Kangate, la principale preuve qui est dans l'opinion publique, c'est qu'on avait dit qu'on serait prêt le jour dit, et que le jour dit, on n'était pas prêt. On n'est d'ailleurs toujours pas prêt. Ouais. À ce jour, à date. Pour ça, il y a des gens qui sont devenus ministres d'État. Ouais. C'est un réajustement tactique du coach, ministre d'État, alors qu'on a été incapable de conduire un projet comme celui-là à bon port. Je n'en suis pas certain. Alors justement, on regarde Je vous prie de me donner 5 secondes. Oui, Roland, je vous prie de me donner 5 secondes. Autre chose, c'est que je ne pourrais pas me permettre de ne pas indexer l'attitude de garçons manqués, de garçons, de délinquants, de certains membres du gouvernement qui, interpellés par la Chambre des comptes relevant du pouvoir judiciaire, répondent laconiquement que en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre département ministériel, nous avons fait tout ce qui était à faire et il n'y a rien à regarder circuler. Dans un pays sérieux, une attitude de cette nature-là, et je suis très amusé que ce soit l'attitude d'un ministère qui aime souvent rappeler à l'attention, notamment de ceux qui exercent les libertés publiques et politiques, qu'il faut respecter la loi. Je suis très amusé que cela vienne de ce ministère-là. Alors justement, il y a la question de la preuve qui a été plusieurs fois posée par le chef de l'État demandant où sont les preuves. Mais aujourd'hui, professeur Messanga Nyamding, les Camerounais se demandent où sont passés ces 180 milliards de francs CFA destinés initialement à financer la stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19. Lorsque vous observez la stratégie de riposte mise en œuvre par le gouvernement, avez-vous le sentiment que 180 milliards de francs CFA ont été effectivement mobilisés pour protéger les Camerounais, pour renforcer le système de santé et pour sensibiliser les Camerounais sur les dangers auxquels ils sont exposés? Oui, d'abord, je vais être clair. Si le problème est posé aujourd'hui, c'est parce que le coach, mon maître politique Paul Biya, a joué sur plusieurs fronts. D'abord, restons dans la métaphore footballistique qui est très belle. Je vous remercie d'ailleurs, maître. Le coach Paul Biya fait plusieurs compétitions. Vous savez, lorsque vous observez des équipes, il y a la Champions League, il y a le championnat national, il y a les coupes de la Gambardella. Et vous allez voir que le coach a ramené des trophées dans la réalité même du football. On a été à la finale de la Coupe intercontinentale. C'est sur ce coach que nous avons connu toutes nos Coupes du monde. C'est sur ce coach que le Cameroun a même gagné pour la première fois ces 6 ou 7 trophées. Pour parler réellement des Lions. Mais dans la métaphore, le coach est dans un autre front. Le front de la Covid. C'est une autre compétition. Parce que le coach Paul Biya a quand même gagné des victoires. Il a ramené le trophée de la démocratie pluraliste. On a le Parlement, on a les régionales, on a les municipales, etc. Mais ramenez donc à ce qui nous préoccupe une autre compétition du coach, où il voit que ça dandine. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il veut voir clair pour continuer à gagner. C'est lui qui répond de tout. D'ailleurs, quand on dit l'article 11, d'ailleurs, vous avez bien fait d'évoquer une fois de plus la Constitution,
c'est lui qui fixe le cap. Le programme, l'action du gouvernement est fixée par le président de la République. Ça veut dire que le coach vous dit, jouez à une touche de balle. Mais les gars sont en train de faire n'importe quoi. Ils portent le ballon individuellement, chacun va à gauche, chacun va à droite. Il dit non, c'est pas ça. Et il réalise donc que la consigne donnée, qui n'est pas le vol, qui n'est pas le détournement de deniers publics. Mais revenons-en. Prenons le cas de l'importation de la chloroquine sous emballage made in Cameroun. Qui a vu ça? Vous croyez que cette Cour des comptes peut totalement, quand elle agit, vous croyez vraiment que le ministre d'État Laurent Esso n'était pas informé avant? Et qu'en retour, le coach Paul Biya n'était pas au courant? C'est pourquoi, rappelez-vous, maître, et vous avez raison, Paul Biya leur a dit un jour, il faut laisser la politique aux politiciens. Ses collaborateurs qui l'entourent ne sont pas des hommes politiques. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont oublié quelque chose que peut-être vous avez dénoncé, mais qui nous sert en termes d'expérience. 62, 2020, ça fait près de 60 ans d'expérience de coaching, donc d'hommes politiques. Et regardez comment sans résultat les a pris comme des petits enfants. Sans résultat. Et non, il y a les résultats sur certains points. Écoute, on a dit qu'il y a des trophées qu'on a ramenés. Oui, même le simple. Prenons seulement le trophée de la démocratie. Cher professeur, oui, les je vous en prie. sont, dans mon allégorie, assimilés au simple fait de porter un maillot. Non, non. Sinon, on ne serait pas en train de débattre librement ici. Je reconnais une chose que je voudrais partager avec vous. Il y a eu dans la prise de décision, ça, il faut le reconnaître dans la prise de décision, une certaine dérive inacceptable, menée par certains membres, du moins certains collaborateurs du président. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Et de faire un travail d'homme politique formidable cet après-midi sur ce plateau. Nous sommes en train de dire que parce que Paul Biya est là, parce qu'il est toujours là, les gens apprendront à rendre compte. Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Et l'an passé, il ressent. Mais il a mis hors du terrain certains joueurs. Vous savez le nombre de ministres qui est en prison? Vous étiez avec quelques-uns en train de dire que c'était pour des raisons politiques. Regardez les anciens premiers ministres, les anciens secrétaires généraux. D'ailleurs, dans ce que j'ai appelé une dérive dans la prise de décision. Je vous assure, je termine là. J'étais un jour suivre le procès de M. Marafa, le ministre d'État, ancien secrétaire général à la présidence de la République, face au juge Chilik, qui lui dit, écoutez, monsieur le ministre d'État, on va cesser de trop bavarder. Je vais vous poser 3 questions. Est-ce que vous avez reçu l'argent concernant Alabartos? Le ministre d'État dit oui. Il lui dit, est-ce qu'il y a l'avion? Le ministre d'État dit non. Il lui dit, mais où est passé l'argent? Et le ministre lui dit que j'ai eu des ordres. Et vous savez ce que lui a dit le juge Chilik? Chilik lui a dit, où sont les preuves? Donc vous savez qu'on a l'impression que certains postes rendent des gens fous dans ce pays. Et vous allez voir qu'il y a une dérive qui pose même un problème de droits de l'homme. L'argent des morts. Et vous avez bien fait de l'évoquer, maître. Lorsque vous allez chercher dans la prise d'initiative de certains qui fabriquaient traditionnellement le médicament, on a le Ngulbetara, on a bien d'autres, Cléda. Ouais. Est-ce que cet argent ne pouvait pas servir? Je vous montre jusqu'à quel point nous avons des criminels autour du chef de l'État. Un grand de malfrats. Allons-y, on le dire. On doit le dire. Vous avez vu d'entrée de jeu, en tant qu'homme politique, comme vous, qu'on laisse enfin les hommes politiques faire de la politique. J'ai été le premier à dire que, et je suggère, vous voyez que moi je ne viens pas seulement sur un plateau, dénoncer, crier, bavarder. Moi je suis pour que, au regard de ce cas grave, mais que le président active l'article 9, pour ceux qui nous regardent, alinéa 2 de la Constitution. Pouvoir d'exception par décret. Moi je le souhaite. Mon souhait est que Paul Biya dise dès demain, le plus tôt possible, état d'exception. Et pour quelle raison? Mais parce que... Pour parvenir à quelle fin, concrètement? Mais il y a ce qu'on appelle le Covid Gate. Vous savez, on a eu l'affaire du sang contaminé. Lorsque Maître Ndjou, vous voyez qu'à un moment donné, il peut y avoir consensus entre nous, évoque avec brio et avec pertinence l'importation des médicaments. Moi, j'ai entendu. Dites-moi que je ne vois pas bien, oui.
Mes deux oreilles là, j'ai entendu dans mes oreilles là. Un ministre dit, on fabrique la chloroquine, ce n'est pas vrai, maître. Moi, j'ai entendu ça. Et est-ce que vous réalisez ça, hein? Et puis, vous avez des gens qui se comportent comme si les gens qui veulent enfin travailler dans ce pays, ceux qui se battent pour l'état de droit, ceux qui se battent pour mettre fin au pouvoir autoritaire de certains fonctionnaires qui ne sont pas des politiques. Mais regardez mon cas aujourd'hui. Je traîne à Garoua du fait de la dérive décisionnelle, illégale de certains hauts fonctionnaires proches du chef de l'État. Ils disent mise à disposition avec transfert de dossier. Dieu merci que les étudiants de Garoua, mais pardon, je suis heureux avec vous. Mais il faut dire que le zèle des uns et des autres devrait nous amener sur des tables et des plateaux comme si c'est à dire oui, merci monsieur Bia. Parce que enfin, une fois de plus, beaucoup ont dit qu'il était vieux, qu'il était gaga, il ne pouvait plus rien faire. Il y a un défi aujourd'hui, c'est lui qui répond. Et vous avez raison, maître. C'est lui qui doit répondre de ses actes. Parce qu'il répond de ses actes. C'est lui qui a été élu. Nous nous en réjouissons qu'aujourd'hui, il prenne totalement ses responsabilités à l'effet de rappeler à ceux qui ont à un moment donné usurpé dans la prise de décision, en croquant gravement l'argent de la Covid, ce que j'appelle maintenant, et nous pouvons maintenant appeler les crapules, qu'ils répondent de leurs actes. Il faut préciser qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence, puisque le TCS est en train de mener des enquêtes. Non, attendez, je ne vous coupe pas, pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. Un dernier mot. Vous savez, lorsque vous parlez de la présomption d'innocence, nous sommes ici face à un excellent jeune avocat. Nous sommes deux avocats. Il y a deux avocats. Et voilà. Et moi-même, je les accompagne dans ce champ. Il faut bien rappeler, et entre les lignes, les experts en droit vous ont quand même rappelé que le rapport les incrimine. C'est pas ça, mec. Entre les lignes, lisez bien ce rapport. En tout cas, en ce qui concerne... Vous allez voir que des manquements jusqu'à 14 milliards. Mais mon Dieu, moi je suis un homme politique. Et je vais faire de la politique jusqu'au bout. N'est pas neutre. Et on vous a démontré que... Et d'ailleurs, monsieur Noufele, il y a un autre élément. Peut-être parce qu'on dit que nous sommes colonisés, nous avons peur du FMI, quand il s'agit de l'argent des Blancs, tout le monde panique. Bon, laissons les 1000 milliards de la canne, de gré à gré. Mais dans cette même affaire, il y a eu des dons privés. Vrai ou faux? Tout à fait. Et le rapport de la Vous comprenez? des comptes... Il y a des dons privés. Et ces dons ne sont pas mentionnés. N'oubliez pas que Paul Biya, mon maître politique, a eu à faire un don de 2 milliards. Vous voyez que quand nous parlons d'une dérive dans la prise de décision gloutonne. Je dis gloutonne parce que des Camerounais meurent. J'ai des amis qui ont été enterrés en Kolfoulou. C'est un joug avec les morts au Cameroun. C'est un crime si cela est avéré contre l'humanité. Ils doivent être punis. Ils doivent être punis et mon parti, le RDPC, je voudrais que plus que jamais ils apportent leur soutien au président Paul Biya parce que c'est inacceptable. C'est criminel. Vous vous rendez compte? Alors que des jeunes ici sortent des universités, viennent de l'extérieur, avec des diplômes, n'ont pas d'emploi. Les étudiants au Cameroun n'ont pas de bourse. Et vous voyez, des gens s'amusent comme ça avec des fonds. Mais écoutez, il faut arrêter ça tout de suite. Et pour ce fait, je félicite l'action du chef de l'État et tous les hommes politiques. Et singulièrement, enfin, je voudrais saluer aussi l'action du député Niqueux. Même si vous voyez, je suis membre du comité central du parti, il faut savoir mettre en conjonction nos efforts pour traquer les crapules. Lorsque Nietzsche, parce qu'il faut le dire, il y a, lorsqu'on parle de Covid au Cameroun, il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Tout à fait. La cause lointaine, c'est Nietzsche, qui, comme le SIF, nous a accompagnés dans le Mouchipou Gate. Et rappelez-vous, c'était le SIF. Ouais. Là, Nietzsche qui, rappelez-vous, il y a 3 mois, ce qui m'a valu toute cette faute. Lorsque sur ce plateau, j'ai dit oui, il fallait approuver ce que dit Nietzsche. Et vous voyez que c'est Nietzsche qui a sensibilisé donc, c'est Nietzsche. Parce qu'à l'interne, ils ont été autistes. Mais ils ont oublié qu'il y a la communauté internationale. Et le FMI a dit, mais tiens, il y a quelque chose qui se passe quand même là.
Ils ont saisi qui de droit et on a tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors justement, Maître Moustapha Ngwana, le député Jean-Michel Niqueux appelle à la démission des membres du gouvernement impliqués dans ce scandale financier et ceux dont les départements ministériels ont été cités dans ce premier rapport d'État. Pour vous, quel en serait l'intérêt et quelles pourraient être les conséquences lorsqu'il y a autant de scandales financiers dans la gestion financière de la crise sanitaire? En réalité, c'est le minimum pour cette personne-là de démissionner. C'est le minimum pour elle de démissionner, parce qu'en réalité, elle doit démissionner pour permettre aux enquêtes de se dérouler sans heurts, pour que les enquêtes se déroulent de manière sereine. Vous avez vu avec le cas de Bapes, le cas de Bapes, quand vous êtes membre du gouvernement et qu'il y a une enquête qui est ouverte contre vous, celles-ci peuvent facilement être biaisées. Donc il faut absolument qu'elle puisse démissionner, qu'elle fasse patte blanche. Et si par l'extraordinaire, elles n'ont rien à se reprocher, elles pourront revenir éventuellement au gouvernement si ces personnes-là ont plus tard la confiance du chef. Mais le minimum aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dise le contraire. C'est que ces personnes-là puissent rendre leur tablier. Les faits sont d'une gravité... Leur tablier et leur gant. Et tout à la fois. Leur tablier et leur gant, j'emprunte l'expression du professeur, on doit absolument ils doivent être mis sous les éteignoirs. Et il faut que les enquêtes pénales qui ont été évoquées, les 10 enquêtes, les 10 plaintes qui ont été évoquées par la Chambre des comptes puissent absolument être mises en branle dans les meilleurs délais. Encore qu'ils ne bénéficient pas d'une immunité particulière. Ils n'ont pas une immunité particulière, donc on devrait ouvrir. Mais seulement, pour un minimum d'élégance et de cohésion dans l'action gouvernementale, il faut que ces gens rendent leur tablier pour que les enquêtes se fassent convenablement. Mais je voulais également dire, c'est peut-être une digression, je pense que il y a le groupe de travail des Nations Unies sur l'arrestation arbitraire qui avait dit que le ministre Manafa n'a rien fait de tout ce qu'on lui reprochait. Oui, donc, contrairement à ce que dit le professeur, donc il faut qu'on puisse également rappeler cela pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on est venu faire une émission pour accabler les gens qui sont... Non, c'était une métaphore seulement en termes de preuves. Parce qu'il avait aussi ce qu'on appelle à l'époque la délégation de signature. Il faut comprendre que la délégation de signature, ne suffit pas délégation, prise même de pouvoir. Oui. Donc je ne juge pas l'acte dont a été victime le ministre d'État Marafa, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je vous rappelle tout simplement qu'on lui a demandé que vous dites toujours qu'on m'a dit. Oui. Et le juge lui dit où sont les preuves. Parce que personne ne peut prouver que c'est le président Paul Biya qui donne toutes ces instructions au point de demander que certains ministres prennent des marchés. Alors, déroulons le fil conducteur de cette émission avec vous, Edmond Kangia. En quelques mots, on a vu cette semaine une nouvelle élection à la mairie de Banganté. Il y a eu encore une candidature face à celle d'Éric Niat. Et le préfet n'est pas allé aux élections. Il a laissé les mandataires du parti au pouvoir et les conseillers municipaux trouver un terrain d'entente. Il y a eu plus de 6 heures de conciliabule à Banganté. Finalement, en début de soirée, Éric Niat a été élu maire. Mais il y a eu au moins une bonne partie des conseillers municipaux qui s'est abstenu de voter, de se prononcer sur l'unique candidat présenté à ce conseil municipal. Comment appréciez-vous l'attitude des autorités administratives et qu'est-ce qui peut expliquer cette nouvelle tension alors que le mandataire avait indiqué au préfet que tout était revenu dans l'ordre dans ce conseil municipal? Ce qui s'est passé à la commune d'arrondissement de Banganté, nous l'évoquons ici régulièrement sur le plateau, ça fait au moins 3 plateaux déjà, que nous suivons de près, n'est-ce pas? J'allais dire les feuilletons, jusqu'au dénouement de l'élection du maire de cette commune d'arrondissement. On a vu les différentes péripéties, et le plus grave, c'est que l'autorité administrative, le préfet Dundé, a de bout en bout préserver une position illégale, de bout en bout. C'est-à-dire c'est la principale leçon à tirer de cette affaire. Le préfet Dundé a refusé d'appliquer la loi, a refusé
de jouer son rôle lors d'une élection du maire d'une commune d'arrondissement. Voyez-vous, il faut le rappeler, depuis le début du processus, j'allais dire, la première session de plein droit, c'était le 3 mai dernier, il y a eu 2 candidatures. Il a tout fait pour que le comité central du RDPC, en violation de la loi... Corriger, le secrétariat général du comité central. Oui, parce que beaucoup confondent le comité central, en fait, c'était les mandataires, qui est présidé par le président de la République, ouais, et le secrétariat général du comité central qui a sa tête le très respectable Jean Côté. Tout à fait. En tout cas, secrétariat général, il y avait 2 mandataires. Les mandataires du comité central. Non, du secrétariat général du comité central. Tout à fait. Oui. Les mandataires du RDPC, en tout cas, étaient présents. Tout à fait. Vous avez raison. Du début jusqu'à la fin. Et j'ai dit, il y a eu 2 violations. Aurait dû laisser, n'est-ce pas, le doyen d'âge ou la doyenne d'âge passer au vote après que les candidatures avaient été enregistrées. Mais il a, de bout en bout, non seulement refusé d'appliquer la loi, c'est-à-dire de laisser qu'il y ait vote entre les différents candidats qui étaient en compétition, mais il a même, plus grave et de manière répétitive, laissé les mandataires du RDPC. Non seulement ils étaient présents dans la salle, s'ils n'étaient que présents comme observateurs, ça passerait encore, mais ils prenaient la parole régulièrement dans une session de plein droit dont ils ne sont pas membres. Les mandataires du RDPC ne sont pas conseillers municipaux élus. Ils n'auraient jamais dû prendre la parole en tant qu'élus dans une session de plein droit. Mais le préfet d'Undé leur a permis de prendre la parole. Puis, il s'est régulièrement retiré pour que le RDPC puisse entendre sur une candidature avant qu'il revienne, n'est-ce pas, de l'endroit où il s'était reposé. Et c'est ce qu'on a vu encore à la dernière session de plein droit, où c'était, j'allais dire, ce dénouement était infernal en termes de conciliabule. C'est-à-dire du matin jusqu'à des heures tardives. Il s'est retiré, il a laissé le RDPC prendre la parole, les mandataires du RDPC prendre la parole, comme s'ils étaient membres de la session de plein droit, et ils ont discuté. Et après, le plus grave encore, enfin, il y a tellement de choses graves que je ne sais plus comment faire une chronologie, une hiérarchie de la gravité des actes posés par monsieur le préfet du Nid. Parce que, en plus, alors que la personne qui est le doyen d'âge insiste pour qu'on passe au vote, il dit non, je me retire, et puis la personne qui doit me rappeler, qui doit m'appeler pour que je revienne, c'est pas toi, le doyen d'âge, c'est les mandataires du RDPC. Et c'était la preuve, à suffisance, que ce préfet-là d'Undé est un véritable militant du RDPC. Et que c'est-à-dire que c'est un mauvais préfet qui refuse d'appliquer la loi, qui refuse de dire le droit. Alors, mais restons sur, au-delà du comportement illégal et des actes, de l'attitude indécente du préfet d'Undé, pour revenir sur l'opération même électorale et tirer des conclusions. On a vu comment le candidat investi par le parti, Éric Niat, en interne, il avait gagné il avait 21 voix sur 39, sur 19 en interne dans le parti. Et de bout en bout, il y a eu 3 candidats qui sont opposés à lui en session de plein droit. On a contraint les conseillers. Quand je dis on, en fait, c'est les mandataires présents du RDPC qui ont contraint tous ces candidats qui se présentaient face à lui de se retirer. Ils ont reçu même des menaces. C'est signé leur démission. Et oui, ils ont même été menacés d'être démissionnés du parti. Et à la fin, le 3e candidat face à lui aussi, il s'est désisté. Et puis, c'est une opération de vote spectaculaire, pour ne pas dire inhabituelle. Voyez-vous, il gagne les élections alors qu'il est... Éric Niat gagne les élections alors qu'il est le seul candidat. Il gagne les élections, mais avec, dans son propre parti, dans ses propres rangs, 18 bulletins nuls contre lui. 18 bulletins. Mais il a eu 22 quand même voix. 21 voix. Alors, il a eu 21 voix. Mais c'est beaucoup. 28 voix, 18 bulletins nuls. Mais en réalité, en politique, c'est-à-dire qu'on a les goals. Non, je vais chuter. Oui, en disant qu'en politique, c'est un désaveu flagrant, cinglant, accablant pour Éric Niat s'il avait eu
le sens de l'honneur. Il aurait dû comprendre très tôt Qu'on ne veut pas de lui. que les autres conseillers municipaux ne veulent pas de lui. Mais pour À la autant, tête. Non, je voudrais conclure. Oui. En disant qu'il y a eu une autre élection le lendemain. À Ndiombe Penja, où on a vu une attitude totalement différente du préfet. Tout à fait. Où il s'est très bien comporté. Le préfet Yves Bertrand Zana, il y a eu. C'est-à-dire, le parti de Paul-Éric King, de regretter mémoire, il faut le dire, à la majorité dans cette assemblée, même à la majorité relative. Et puis en interne, il s'était entendu à ce qu'il y ait un seul candidat, Maître René Manfo. Mais arrivé à la session de plein droit, un autre candidat de son propre parti s'est signalé. Sa candidature a été enregistrée. Une candidature du SDF a été enregistrée, une candidature du RDPC a été enregistrée. Le doyen d'âge et le préfet, ils ont estimé que c'était normal. Ils sont passés au vote. Et il y a eu, au premier tour, des résultats, mais comme il n'avait pas la majorité, il n'y avait pas une majorité absolue. Tout à fait. Maître René Manfo a obtenu 16 voix. Meda Tuente du MPCN, de son propre parti, a eu 6 voix. Kaak du SDF a eu 4 voix. Tout à fait. Sasso du RDPC a eu 8 voix. Mais on a donc pris les 2 premiers arrivés en tête qui sont passés au deuxième tour. Au deuxième tour, le candidat Maître René Manfo a obtenu 28 voix contre 7 voix pour le candidat du RDPC. Et c'est cette victoire qui a été démocratiquement entérinée par le doyen d'âge qui présidait la cérémonie et par le préfet qui assurait la régularité, n'est-ce pas, la légalité Du scrutin. Oui. Et il s'appelle M. Yves Bertrand Zana. Nous le félicitons. Profil haut, M. le préfet du Mongo. alors justement, Profil bas, monsieur le préfet du Ndé. alors deux préfets, Et profil Deux haut. attitudes. Il y a également dans le passé, avant la bonne attitude du préfet du Mongo, une situation similaire s'était déroulée dans le Djamaré. Profil haut également au préfet du Djamaré. alors je voudrais vous interroger, Maître Moustapha Ngwana, deux attitudes différentes des préfets du Mungo et du Ndé sur les mêmes cas, à savoir l'élection de maire après le décès de celui qui était en fonction. Comment appréciez-vous ces différentes attitudes? Est-ce que les enjeux étaient plus importants à Banganté qu'à la mairie de Ndiombe Penja? Comment et quel regard portez-vous sur l'attitude de ces bulletins nuls enregistrés au terme de cette session de plein droit à Banganté? Il faut savoir que lorsqu'il s'agit du RDPC, l'administration a une attitude particulière. Je suis conseiller municipal à Douala 5e. J'ai été à l'élection du maire de la ville de Douala. On a assisté à un scénario similaire où on a dû renvoyer l'élection parce qu'il n'y avait pas d'entente au sein du RDPC. Il y avait le maire Lengue Malapa qui s'était présenté contre le maire de la ville actuelle. On a dû assister à des messes de minuit à n'en plus finir. Donc il faut dire que lorsque les enjeux concernent le RDPC, l'administration a une attitude particulière. Il ne faut pas oublier que c'est M. Claubert Chatat qui a carrément instruit au préfet quel jour l'élection devait avoir lieu. Tout à fait. Il ne faut pas également oublier qu'il y a un sous-préfet à Bazou. Oui. Il y a un sous-préfet à Bazou qui par correspondance s'est plaint de ce qu'on l'empêchait de faire gagner le RDPC à Bazou. Voilà. Ah bon? Bah oui. Ce sont des faits qui sont déroulés au Cameroun. Ce que vous devez noter, c'est que le préfet n'a pas le pouvoir même de renvoyer la session de plein droit. Tout à fait. Il n'a pas le pouvoir de renvoyer. Oui, je dis juridiquement, il n'a pas le pouvoir. Vous avez raison. Il n'a pas le droit de renvoyer la session de plein droit. Lorsque la session de plein droit est convoquée, tient, ouais. dit l'article 114, on se rassure qu'il y a 2/3 des membres. Tout à fait, le quorum. Le quorum n'était pas atteint la première fois, donc Oui. automatiquement, La prochaine se posait. Donc Tout à on pouvait fait. prendre la décision même à la Même si majorité, le quorum n'est pas à la majorité de Tout à fait. personnes présentes. Présente. Tout à fait, c'est ça. Le préfet ne conduit pas les travaux. Lorsqu'on commence, on désigne le bureau d'âge. Tâche, tout à fait. Le plus ancien Président et le plus jeune. Le plus jeune. Alors, ce sont les deux qui conduisent l'élection de bout en bout. Et ce sont eux également qui ont le loisir, ici, cela est nécessaire, de renvoyer. Mais ici, c'est le préfet qui a pris une place qui n'était pas la sienne. Il allait se réfugier, je ne sais pas, chez lui ou dans un hôtel, en attendant que les membres du RDPC puissent s'entendre. Oui. En réalité, celui qui présidait la session de plein droit aurait dû poursuivre son élection en toute sérénité. Et de mon point de vue,
cette élection est une élection qui est essentiellement annulable. On peut l'annuler à tout moment. Il suffit qu'on fasse par voie du suivi des procès-verbaux d'audition des différents conseillers municipaux qui ont assisté à la séance et différentes pressions dont ils ont fait l'objet. Également les membres du comité central du RDPC qui ont pris la parole parce qu'elles n'en avaient pas le droit. Aucune qualité. À aucun moment ils n'avaient le droit de pouvoir prendre la parole au cours de cette session pour dire quoi que ce soit. Donc le préfet, il ouvre tout simplement. Oui. Quand il a ouvert, il s'assoit, il est un spectateur. Il devient un spectateur et les autres prennent toutes les décisions. Et à la fin, celui qui proclame même les résultats, ce n'est pas le préfet, c'est le président de la séance. Donc quand il a pris les pleins pouvoirs, il est impossible que quelqu'un d'autre puisse poser un acte légal en ses lieux et places. Donc en réalité, tout ce qui s'est fait là était un embrouillamini pas possible, qui mérite, qui de notre point de vue pour l'honneur de la République, doit absolument aboutir à une annulation. Et il ne faut pas croire, je crois que la justice camerounaise, il y a eu une affaire dans la commune de Nanga et Boko à l'époque où le comité central avait toujours voulu imposer quelqu'un, mais les conseils municipaux s'étaient opposés et ont voté la personne. Le RDPC avait engagé des recours qui n'avaient pas abouti. Donc dans l'espèce qui se joue aujourd'hui, il faut comprendre que il y a un message apparemment qu'on veut nous envoyer. Lequel? Le message qu'on veut nous envoyer, c'est que, comme on a déjà commencé à installer le fils de l'autre, ne soyez pas étonnés quand même. Il a quand même remporté avec 21 voix. Pour vous, sur le plan politique, vous savez 18 bulletins nuls pour vous. Est-ce qu'il y a un message derrière? Il a quand même remporté l'élection avec 21 voix, mais il y a eu 18 bulletins nuls de sa même formation politique. Il est indubitable que s'il y avait eu concurrence, les choses seraient déroulées différemment et pas à sa faveur. Et encore que, lorsque la pression forte a abouti à l'éviction de cet homme de 78 ans, parce que le candidat était un homme d'un certain âge, de 78 ans, quand il a démissionné, le préfet n'a pas laissé la possibilité à qui que ce soit de pouvoir s'exprimer sur une autre candidature. Parce qu'on doit laisser les conseillers municipaux prendre les décisions qui sont les leurs. Il est conscient que M. Eric Niat était vomi par les populations de Baganté ou bien par les conseillers municipaux. Et il ne faut pas, moi je disais tout à l'heure que moi je crois qu'il y a un message qu'on est en train de nous envoyer. On est en train de faire un jeu de chaises musicales. On commence à préparer les fils d'eux à prendre la place de leur père. Et je voudrais donc dire ici là que les fameux franquistes ne croient pas que c'est l'occasion qu'il est offerte également de venir un jour diriger le Cameroun contre la volonté des Camerounais. Parce que ce que vous oubliez, c'est que il y a des situations comme celle-là, elles sont analysées de manière superficielle, alors qu'il y a un message subliminal qu'on nous envoie, en nous faisant croire que bon, comme Eric Niaka a pu prendre Baganté, pourquoi est-ce que Franck ne prendrait pas la suite de son père à Yaoundé? Et il faudrait que les gens sachent que Baganté c'était une cour de récréation. Les Camerounais ne sont pas prêts à ce que les personnes qui n'ont jamais eu la moindre participation ou activité sur la scène publique, aucune association caritative, aucun poste ministériel, aucune fonction officielle viennent demain nous imposer quoi que ce soit. Il faut qu'on le dise et qu'on le dise la main sur le cœur. Ça ne passera pas au Cameroun. Alors, j'aimerais avoir la réaction de Maître Roland Duroux sur les leçons à tirer de ces nouvelles tensions qui ont été observées à Banganté et l'élection d'Eric Niat finalement à la tête de cette mairie avec près de 21 voix exprimées en sa faveur. Beaucoup de choses ont déjà été dites auxquelles je souscris. Je vais simplement chuter en disant que si certains croient qu'ils sont franquistes, qu'ils sachent que nous sommes camerounistes. Nous sommes les fils du Cameroun. Et c'est cette qualité qui nous permet, qui nous autorise à revendiquer la place qui nous revient de droit dans ce pays. De sorte que s'ils pensent qu'ils ont des passe-droits parce qu'ils sont les fils d'eux, comme cela s'est vu à Banganté, qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes les fils d'eux. Nous sommes les fils de ce pays, nous sommes les fils du Cameroun. Et je conclus simplement en disant que le pouvoir constituant originel nous appartient, et non pas au président de la République, comme il a été dit par le professeur tout à l'heure, mais au peuple. Le peuple camerounais, donc, qui dispose du pouvoir constituant originel, a le droit d'exiger. J'ai parlé du pouvoir constituant présidentiel. A le droit d'exiger, donc, je suis d'accord avec vous. Que sa souveraineté intrinsèque soit respectée, y compris dans les perspectives que ces messages de Banganté veulent subliminalement nous mettre dans la tête. Professeur Messanga Nyamding, Eric Niat, élu finalement à la tête de la mairie de Banganté, mais 18 bulletins nuls de ses camarades politiques. Est-ce qu'il y a un message
qui est en train d'être passé? Est-ce qu'il y a une crise profonde? Non, d'abord... à la mairie de Banganté. Oui, non, il faut être clair rapidement. Je voudrais d'abord féliciter le préfet Nzala, qui est un jeune oncle et qui est brave, parce que n'oubliez pas qu'il a une histoire. Son père, qui a été mon grand-oncle, Mbassé Pospe, par son âme, a été un grand-maire. Il est aussi né dans une famille qui connaît l'administration. N'oubliez pas que son frère a été gouverneur, effectivement, à un moment donné du Sud. Bon, maintenant, il faut féliciter le préfet. J'ai dit chapeau. Bon, maintenant, quant au cas de Banganté... Féliciter le préfet du Mungo. Oui, Nzala, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Là, je lui souhaite bon vent pour qu'il aille encore plus loin. Bon, maintenant, quant à Ondé, je voudrais être franc ici. Ce que nous avons vu dans l'Ondé, c'est la bataille entre deux camps. Je me permets de le dire. En tant que militant, j'ai même été à un moment donné de l'histoire de Djundé arbitre entre le ministre Ketia Cortez, qui est une amie, qui est une camarade politique que j'ai beaucoup d'ailleurs soutenu et accompagné. Elle le sait si elle nous suit. Et à un moment donné, le président du Sénat Nyat. Donc c'est d'abord la bataille de leadership. Cette sauvage bataille qu'on voit dans toutes les régions, où vraiment les gens parlent en leur nom et induisent même les populations en erreur. Mais dans le cas, moi je voudrais reconnaître, parlant de Nyat, qui doit être félicité. Pourquoi? Parce que Eric Nyat, que je félicite, et d'ailleurs j'ai eu une prise de position claire ici, au nom de la discipline du parti. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que les gens sont indisciplinés. Les décisions administratives frappent de manière illégale. Les gens ne respectent plus les décisions de parti. Moi, j'ai pris position pour la discipline du parti. Et ce qu'on peut dire au regard de votre question, c'est qu'il faut mettre un peu fin à ces batailles-là. Parce qu'en réalité, Eric est victime d'une bataille qui règne entre ma camarade et mon ami Ketia Cortez et Nyan Difendi. Et est-ce que c'est normal? Ce garçon était militant. Moi, j'ai eu, avec mes bons yeux, à l'époque, à voir les terrains de basket que le militant Eric Nyat a implanté à Banganté. Mais c'est quoi dans cette affaire où, à un moment donné, parce qu'on s'appelle le Nyat, parce qu'on s'appelle Bia, parce qu'on s'appelle Bush, et etc., qu'on n'ait plus de droit? Non, il n'y a pas de délit de nom. Moi, je pense que la Constitution est claire, maître. Il n'y a pas une Constitution qui exclut certains Camerounais de leurs droits, quel que soit le rang et la qualité de leur père. C'est pourquoi je voudrais tout simplement dire que les jeux soient clairs pour tous. Oui, et il faut que, tout de suite... Que les jeux soient clairs pour tous. Il faut que... non, en tant que, d'ailleurs, je vais aller plus loin, un coordonnateur... Le jeu n'est pas clair. Non, je suis le coordonnateur... Jeu démocratique biaisé. Et les CAM va se comporter comme le préfet du nez. Dans le RDPC et au sein du pouvoir, je vous assure, je dirige le plus grand mouvement, le mouvement des biaïstes, qui porte le renouveau. Il n'y a pas dans notre agenda, nous autres biaïstes, là je sors de ma réserve, une connaissance indiquée sur la candidature de Franck. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Cette candidature est montée. C'est le ballon d'essai. Un groupe de personnes. Non, ne comparez pas. C'est le ballon d'essai. Comme le temps nous fait défaut, pardonnez-moi, ne me coupez pas, c'est pas courtois. Je voudrais tout simplement dire que il faut féliciter Eninia pour deux raisons. Un, il est jeune. Et deux, là, au moins, je salue, la discipline du parti a été respectée. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie, professeur Musanga Nyamding. Je vous remercie. Osoko. Vous savez ce que veut dire Osoko? Je vous en prie, partagez avec nous. Osoko veut dire merci. En fulbe. Osoko Djour. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis Garoua jusqu'ici à Douala. Je remercie également Maître Roland Djehou et Maître Moustapha Ngwana d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.